J'ai un ami il y a longtemps, il m'avait dit, je sais pas où il avait vu ça, mais il avait dit quand on est éveillé, il l'avait lu, hein, c'est pas sa propre expérience, c'est aussi difficile de ne pas être en paix que lorsque on n'est pas en apparence éveillé et d'essayer d'être en paix. Il y a un peu de ça. Puisque la réalisation du soi, c'est se rendre compte que le réel, avec un R majuscule, la véritable réalité, n'est pas le monde perceptif. C'est justement ce qui pourrait être vu comme la tranquillité, c'est ça le réel. La paix, la tranquillité, c'est ça ce qui est vrai. C'est pas quelque chose qu'on met en plus dans le monde perceptif. La réalité, c'est l'inverse. Et c'est déjà comme ça dans votre expérience. La parole que vous entendez là émerge au sein de la paix que vous êtes. Mais si vous focalisez trop sur la parole, vous n'entendez plus la paix. Vous la ressentez plus, vous l'écoutez plus. Et tout à l'heure, on disait avec Jocelyne, elle disait, quand je suis en conférence, je mets mes yeux de tel endroit, donc ça veut dire que j'utilise mon cerveau pour me souvenir. Et en fait, oui, je dois me souvenir des pensées. Des fois, je dois les accrocher, sinon elles s'en vont. Si je fais pas un effort pour essayer de rester avec ma pensée, elle s'en va, quoi. Moi aussi. J'ai beaucoup de... des fois, c'est difficile d'avoir du mental, même. On doit rebrancher les trucs. C'est un effort. C'est pas évident avec son entourage, parce que par exemple j'ai eu des conflits avec mon fils. Ouais. Il me dit tu m'as déjà demandé, tu écoutes pas ce que je dis. Et si, j'écoute, mais ça reste pas. Ou dans des situations professionnelles où je me rappelle pas, je me souviens pas, quoi. Et en fait ça revient brutalement sur moi. C'est ce que je mettais dans type souffrance. Ouais. En fait j'y peux rien, quoi. Je vois bien. Sinon, j'ai un carnet, je marque tout, parce que je peux pas. Ouais. Et en fait, ça fait un décalage, quoi. Par rapport à l'environnement, le relationnel, ça fait un sacré décalage. C'est vrai parce que la plupart des gens ont une focalisation sur le monde des perceptions. Et genre, par exemple, pour les gens, le prénom ou autre chose, c'est très très important. Mais pour moi, le prénom, tu vois, autant je connais bien les personnes qui viennent me voir, mais je connais pas leur étiquette, si tu veux. Leur prénom, pour moi, c'est rien. Mais par contre, je les connais très bien. Mais du coup, le prénom, souvent, j'oublie ou je confonds, mais en plus de prénoms qui n'ont rien à voir, quoi, tu vois. Des prénoms qui ne se ressemblent pas du tout, tu vois, genre Marie-Renée, ah non, c'est Jacqueline, tu vois. Mais du coup, c'est voilà. vraiment le cas. Hein. Ouais, c'est vraiment le cas. Mais et là, j'ai l'impression de toucher l'ironie, parce qu'en fait, j'ai trouvé un job où il faut se rappeler de toutes les personnes, les chambres, les personnes, les cases, et je peux pas. Ouais. Donc, j'ai l'impression d'être une débile mentale dans un milieu où on me dit, mais voilà, merci, il faut faire ça, et en fait, c'est pas un manque de volonté, je peux pas, j'y arrive pas. Ouais, oui, dans ce cas-là, tu peux noter sinon. Ah ben voilà, j'ai un carnet, je marque tout, je marque ma pause, parce que je sais même pas à quelle heure je prends ma pause. Ouais. C'est handicapant, quoi, quelque part. Enfin, en fait, le fonctionnement change. Il y a toujours les deux regards, comme je dis. Je vois le regard apaisant, et puis dans la pratique, c'est quand même souffrant. Hein, parce que j'ai des conflits qui émergent de ça. Ouais. Je peux pas dire aux gens, T'es pas ton prénom. Je sais même pas le nom de la personne, quoi. Je me dis, voilà, elle s'appelle comment déjà, je ne me rappelle plus. Et il faut un effort de concentration pour se rappeler. Ouais. Mais en fait, t'es pas obligé non plus d'un
dramatiser. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas grave. Ouais, c'est pas plus grave que ça. Moi, mes élèves, ils savent très bien que les noms, je ne les retiens pas, d'ailleurs, je leur dis. Je leur dis, je retiens pas votre nom. Parce que c'est aux élèves, ils savent, entre guillemets, dans quel contexte. Ouais. Je suis plongée dans un contexte où il y a une compétition, où les gens se bouffent les uns les autres. Hein. Ah ouais, ambiance. Et voilà. Et je le comprends. Ouais. Parce que c'est un milieu difficile. Ouais. Et en fait, je me dis, ça va pas, quoi. Enfin, moi, je suis plus du tout adaptée à certains trucs. Donc, je vais finir mon contrat, mais je peux pas rester. Oui, après, t'es pas obligé de... Comment dire oui, t'es pas obligé de rester dans une situation qui te... C'est même pas que je suis obligée, c'est que je suis plus adaptée. Ouais. Oui. Je peux pas. Ou tu sens que t'es plus là où ça doit se faire. Quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette souffrance qui émerge, et je me dis, j'ai beau la regarder et tout ça, alors, je peux pas, quoi. Je peux pas rester là pour me faire du mal. C'est pas forcément. Et en même temps, souffrance. je sais que c'est pas moi qui. Donc, c'est une invitation à changer, c'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance. Ce qui pousse en toi n'est pas une souffrance, c'est juste une invitation à changer, c'est tout. Ça. Après, c'est interprété comme de la souffrance. On m'invite fort. Hein. On m'invite fort. Ouais, ça peut prendre. Des fois, par exemple, intense. Typiquement, la tristesse, par exemple, c'est ça. C'est quand tu sais que t'es pas à ta place, mais qu'il y a un truc en toi qui résiste pour vouloir continuer. Alors que la tristesse, c'est une invitation à tourner la page, parce que t'es prête au renouveau, au changement, quelque chose de nouveau arrive. Si tu l'acceptes pas, tu restes comme ça, juste, ça te pousse. Ça te pousse à bouger. Après, on a quand même un certain nombre de contraintes. Voilà, j'ai un contrat, je sais que j'ai encore tant de jours, mais pour moi, c'est fini, quoi. Ouais. Ça va, si c'est des jours, mais c'est pas des années. Heureusement, parce que je peux comprendre qu'on retombe malade. Je peux comprendre. Oui, si on s'identifie. Ouais, pleinement. Ah oui. Mais après, tu sais, tu peux être détaché au travail aussi. Exactement. Moi, j'ai pratiqué dans un cinéma, on faisait 18 000 entrées par jour. Donc ça fait beaucoup, avec des Parisiens en plus, donc c'était pas des... c'était pas des provinciaux, non, c'était pas des Parisiens. Et des fois, on se faisait... moi, je me faisais des fois insulter par 4 personnes en même temps, par exemple. Et pourtant, je restais économe. Hein. Pourtant, j'avais pas réalisé ça à l'époque, mais parce que... pour moi, le but de la vie n'était pas là, tu vois, donc j'étais dans le mantra déjà continuellement intérieurement, donc et puis souvent je comprenais les gens aussi. C'est-à-dire ça aide aussi beaucoup à se. Mais on les comprend. Je comprends, je peux pas lui en vouloir. Du coup, il peut pas y avoir impact ici parce que je comprends pourquoi la personne agit comme ça. Et en même temps, on ne peut pas répondre. Je me rappelle pas de toi. Ça dépend. Non. Alors la personne. Si tu te rappelles d'elle, mais pas de son prénom, mais c'est pas grave ça. Mais tu sais qui elle est de toute façon. Mais pas le prénom du personnage, tu vois. Tu sais qui elle est. Et tu ne veux pas forcément lui dire. Enfin, c'est peut-être pas le. En fait, l'activité est basée là-dessus. Sur le fait d'être un nom. Je suis assistante de soins en ce moment. Donc je suis obligée de savoir qui habite où, dans quelle chambre, machin. Il y a 17 personnes, enfin, presque par personne. Oui, il faudrait tout mémoriser et c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Alors je suis obligée de demander, quoi. Et donc ça énerve. Ouais. Voilà. Donc en fait je suis là. Et ça, je comprends comment ça peut être perçu parce que avant je me disais mais tu fous rien, on a l'impression de juger l'autre, mais en fait. Dans la situation, on se rend compte qu'on ne peut pas. Ouais. Dans le fonctionnement du cerveau, si tu veux retenir, parce que des fois quand même je peux retenir, j'ai remarqué qu'il faut recouper beaucoup d'informations et là tu retiens mieux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, crée-toi tes propres moyens pour retenir. En ajoutant des images, des couleurs, tu vois, un nom, ça parle pas forcément, mais si tu rajoutes d'autres connexions à ce nom, tu vas voir que ça... De toute façon, je ne resterai pas assez longtemps pour faire ça, parce que j'en ai déjà la casquette. Si tu restes pas longtemps, autant en profiter pour jouer, du coup. Oui, exactement. Tu joues. Ouais, tout à fait. Mais la plupart des gens, surtout dans nos pays, prennent leur boulot très très au sérieux. Comme une fin en soi, comme un truc. C'est ça.
Et souvent, tu vois, moi, on me disait souvent, tu veux pas monter dans la hiérarchie et tout ça. Et moi, je pensais intérieurement, non, s'il n'y avait pas un truc même plus bas, tu vois. Je suis vraiment tranquille pour faire ma pratique, tu vois. Non, dans ces boulots-là d'entreprise, moi, je voulais pas monter. Au contraire, je voulais faire un truc le plus simple possible, tu vois. Pour être à fond dans ma pratique, parce que pour moi, le boulot, c'était bien, mais tout ce que je voulais, c'était la réalisation du soi. Donc, si j'aurais pu tailler des crayons toute la journée, j'aurais adoré, quoi. C'est ce qui m'est arrivé aussi, parce que j'étais responsable international. Donc j'ai tout lâché, quoi. Femme de ménage et... T'es passé de responsable international à femme de ménage. C'est sympa, ça. Donc, c'est amusant. Mon CV, enfin, personne le sait, quoi. Et du coup, on me traite comme, on va dire, le dernier des demeurés, parce que j'arrive pas à mémoriser des petites choses. Mais ça date depuis cette expansion de conscience où je ne peux plus. Le temps... t'es à l'essentiel et au simple, non? Voilà. Donc ça fait des grosses cassures, quoi. Ça fait des choses... Ouais, ça peut arriver. C'est Par drôle, contre, mais c'est pas drôle. Des fois, c'est drôle. Il y a peut-être autre chose derrière ça. Parce que quand tu parles, enfin moi, ce que je ressens quand tu parles, c'est qu'il y a quelque chose que tu as vécu dans la vie qui a créé une sorte de cassure. Et donc, du coup, qui a créé le fait que tu n'arrives plus à ingurgiter. Il y a eu un ras-le-bol à un moment donné d'un trop-plein. Un burn-out. Je sais pas. Oui, c'était un burn-out. En 2009, j'ai mis 3 ans pour me remettre. C'est ça. Voilà, donc du coup, ça veut plus ingurgiter de l'info, quoi. Voilà. Mais en fait, j'arrivais à ingurgiter de l'info et depuis l'expansion, c'est fini. Il ne faut plus me demander de lire un article scientifique. C'est normal, t'es maintenant, donc voilà. Il n'y a plus tout ça, quoi. Donc c'est un monde complètement différent et en même temps que c'est le même. C'est le même. Mais juste dans... C'est intéressant. Tu vois, t'es repassé par la phase manuelle en faisant le ménage et tout ça. Et effectivement, ce que je vois dans ton cas, c'est que ça serait pas mal de faire plus de trucs manuels. Ouais, et c'est ce que je fais. J'ai fait des formations, même du dessin des ou des massages, trucs. voilà, des... donc c'est bien fait, c'est parfait. Voilà. C'est ça. Pour revenir, parce qu'en fait, avant, t'étais vachement trop dans t'étais vachement là, quoi, tu vois. Donc, mais t'es pas la seule, je peux te dire. Quand je suis revenu d'Inde la première fois, quand je suis descendu de l'aéroport, donc c'est très différent la façon de concevoir la vie entre là-bas et ici. Et quand je suis revenu, franchement, la première chose que j'ai vue en France, c'était des cerveaux sur pattes. Les gens se définissent que par leur cerveau ici. Je pense dont je suis, mais c'est que ça, quoi. Et le corps, il tente de suivre derrière, tu vois. Ça passe beaucoup par là, et pas beaucoup par là. Et encore moins par là, tu vois. On n'est pas dans une culture du hara, tu vois. C'est pas, au Japon, ils disent que le hara, c'est un centre super important, tu vois. C'est le centre de gravité physique, mais c'est aussi un truc profond, tu vois, pour le centrage et tout. Ici, on n'est pas dans le ventre, quoi. On n'est pas dans le hara, quoi. Mais comme par hasard, il y a beaucoup de découvertes maintenant scientifiques qui parlent de l'importance des intestins. Le cerveau primaire. Ma compagne a mis un bouquin, ça s'appelle le charme discret de votre intestin. Elle est à fond, apparemment c'est génial. Charme discret. Ouais. Il n'est pas toujours si discret que ça. Hein. Il y a plus de capteurs sensoriels là que n'importe où sur la peau. Oui, Il paraît. Il y a beaucoup de neurones aussi. Beaucoup. Oui, il y a des Apparemment beaucoup. Ma voisine me dit aussi ça. Mais il y en a aussi dans le cœur en fait. Mais, Oui. Un cerveau Oui, mais dans le cœur. oui, il y a un cerveau dans le cœur. En fait, il y a un cerveau partout parce que tout est la conscience. C'est ça. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore réalisé, mais Ils le réalisent au fur et à mesure. ils vont se rendre compte que c'est partout la conscience, quoi. C'est pour ça qu'en Inde, on touche le pied des sages. Oui. On ne considère pas que la réalisation du soi elle est dans la tête. On considère que c'est partout. C'est-à-dire que chaque cellule du corps a réalisé la conscience, consciemment. Ils sont conscientes, quoi. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on touche les pieds. C'est symbolique. Des parents aussi.
les enfants touchent les pieds de leurs parents. Oui. Ouais. Bah, tous ceux qui sont considérés comme maîtres, et en fait, dans la tradition indienne, on dit que le premier gourou, c'est ceux des parents. Ouais. C'est les premiers maîtres. Ouais. Mais quel que soit ce qui vous a fait votre parent, c'est quand même un maître, quelque part. Ouais. Oui. Tout est un maître. Des expériences, des situations, des animaux. Bah oui, la conscience, elle est en toute chose, donc tout est... Comment ? Oui, tout est un maître. Ouais. Oui. Ouais. C'est sûr. Et par exemple, une question un peu... mais quelqu'un qui est éveillé... C'est marrant, tu commences souvent tes phrases comme ça. Non, je sais pas si t'as remarqué. Ça t'obsède, quelqu'un qui est éveillé. Non, un éveillé réalisé. Ouais. Mais c'est important que tu comprennes que c'est pas quelqu'un qui s'éveille. Oui. Il n'y a personne qui s'éveille. Ouais. C'est la conscience se révèle et c'est la même. C'est exactement la même conscience chez quelqu'un qui est éveillé, comme tu dirais, que chez quelqu'un qui ne l'est pas. C'est la même. C'est pareil. J'ai compris, c'est mal défini. C'est un éveillé réalisé. Non, c'est pas ça. Peu importe. Vas-y. Ouais. Eh bien, s'il prend par exemple des drogues, ça va changer. Ça va rien changer. Ça change rien. Ah, ça change rien. Non. Ça change rien. La façon, le fonctionnement même du cerveau, c'est pas encore ça. Ça vient pas d'une chimie du cerveau, ça vient pas d'une modification du cerveau, quelle qu'elle soit. La conscience n'est pas dans le cerveau. Enfin, liée aussi, mais pas que. Oui. C'est ça. Partout. Non, c'est pas là que ça se passe. C'est pour ça que les scientifiques, des fois, ils cherchent la conscience dans le cerveau, bah bon courage. Hein. Parce que non, ça se situe pas dans le plan physique. De toute façon, ça ne pourra jamais être appréhendé de cette façon-là. Puisque ce n'est pas objectivable, donc ça ne sera jamais un objet qu'on pourra attraper. Ça ne pourra jamais être attrapé. Donc ça ne pourra pas être démontré alors. Voilà. La conscience, tu ne peux pas la démontrer. Tu peux pas démontrer quelque chose sans début ni fin, c'est pas possible. Tu peux démontrer par contre qu'il y a une logique, qu'il y a forcément une conscience, parce que quand tu vois par exemple la nature ou des choses comme ça, c'est évident que c'est parfait. Il faut une conscience. Certains scientifiques ils disent qu'il y a une intelligence derrière tout ça, mais c'est parce qu'ils ne savent pas le dire autrement. Mais c'est ça quoi, en fait. Mais on ne peut pas. Une personne aveugle, elle pourrait finalement, elle voit. Oui. Parce qu'elle elle voit. Elle voit pas avec ses yeux. Dans le sens de la conscience, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, elle voit, puisqu'elle voit les émotions, elle voit les mécanismes. C'est ça le voir dont on parle. Pas tous. Non, mais elle peut. Oui, voilà. Elle peut. Pas tous. Ouais. Ça reste des personnages comme les autres, donc en fait ils n'ont pas plus de capacité que les autres. Non, voilà, ça non. parce qu'on croit souvent qu'eux et en fait... Non. Mais il y a aussi des aveugles qui ont réalisé le soi. Oui. Voilà. Il y a tous les cas de figure. Il y a aussi des gens qui remercient d'avoir été aveugles parce que ça leur a ramené la réalisation du soi. Exactement. Un moine de Chartreux qui décrit, je ne sais plus dans quelle interview j'avais vu, qui remercie la vie en fait qu'il ait perdu la vue parce que c'est comme ça qu'il a réalisé soi. Mais bon, il avait une vie déjà intérieure intense quoi. C'était un moine à plein temps. Les moines de Chartreux, je crois qu'ils ne parlaient pas non plus, donc ça faisait ni parole ni vue. Ouais. Ni vu ni connu. Peut-être dit autrement, juste pour savoir, en tant que catholique, que moine, comment il décrit la réalisation du soi? Ça, je m'en souviens pas, mais par contre, j'ai fréquenté les monastères pas mal. Ouais. Et une fois, j'ai décrit, peu de temps après la réalisation, j'ai décrit à une sœur, parce que je faisais une fois par mois, j'allais un week-end dans un monastère pour être en silence. Donc juste être en silence dans ma chambre. Et après, j'ai décrit ça à la sœur, elle m'a dit t'as réalisé le Saint-Esprit. Ah, voilà. Mais alors moi, elle me parle chinois, hein, parce que quand je suis leur messe, des fois je fais les 7
je sais même plus comment ça s'appelle, cérémonie ou les 7 messes, quand elles se rejoignent pour chanter. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est même pas que j'écoute ce qu'ils disent et tout ça, enfin ça s'entend loin. Après, maintenant je vois le sens caché derrière. Ouais. Derrière les psaumes, t'as intérêt à voir le sens caché, parce que si tu le prends brut de décoffrage, c'est un peu... Ah ouais. c'est très hard des fois, les psaumes. Ouais. Tu vois, ils m'ont entouré parce qu'ils voulaient me massacrer, ils m'ont mis, je sais plus, dans un trou, entouré de guêpes et des épines partout. Pour moi, c'est hyper glauque comme truc. En fait. Il y a une autre lecture quand même. Ouais, et en fait, non, il y a un sens caché derrière. Ou alors Et, c'est les traductions qui ont été faites aussi. Il peut y avoir ça aussi. Ça aussi, oui. Des fois, il y a les Bien deux. sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, mais je sentais la présence, quand même. Même si je ne m'attachais pas, c'est comme si ça parlait à des kilomètres et des kilomètres. J'entendais au loin ce qu'il disait, mais je sentais la présence, donc je restais dans la présence. Je me suis toujours dit que dans les monastères de Chartreux, par exemple, les jeunes sont 3 ans aspirants, je ne sais pas comment on appelle ça, avant d'entrer vraiment, de prononcer leurs vœux. Et je me dis, c'est souvent le cas dans la plupart des monastères. Ouais. C'est de toute façon. Et je me dis, si quelqu'un de jeune fait ses vœux après avoir 3 ans, expérimenter ça, et savoir qu'il ne sortira de ce truc que les pieds devant, et ben, faut croire qu'il doit y avoir des êtres éveillés là-dedans. Oui et non. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout parce que aussi, moi j'avais des mythes sur les yogis, sur les moines, sur les cloîtrés aussi, donc j'en ai fréquenté pas mal et je peux te dire qu'il y a de tout. Mais vraiment. Il y a de tout. Il y a les pires trucs humains aussi dans les... Je sais que ça peut paraître bizarre, mais... il n'y a pas... celui qui est responsable, il n'est pas forcément... Non, pas non forcément. plus. Ah non Oui. Parce que alors comment on fait pour aller s'enfermer dans un truc épouvantable? C'est une croyance. Oui, il y a le fait de croire, il y a plein de choses. Il y a un truc épouvantable pour toi, hein, parce que pour eux, c'est pas du tout épouvantable. Tout à fait. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que c'est quand même la plupart, ils ont une certaine relation au divin. C'est pas une union, mais c'est une relation qui se fait par l'adoration et qui est tellement agréable et jouissive. Il y a une jouissance là-dedans, que ça les contente. Donc, voilà. D'accord. Donc, suffisamment pour pouvoir rester, comme tu dis, dans ce truc épouvantable. Donc, certains ou certaines vont au bout, certaines non. Et celles qui vont pas au bout, des fois, elles restent à un cheveu de la réalisation pendant très très longtemps, simplement par le seul fait qu'elles ne s'autorisent pas à accepter qu'elles aussi, elles sont le divin. Ah oui, c'est ça. Elles gardent la relation. Exactement. Créer la distance toujours. Ouais. L'être ne peut pas atteindre la perfection de Jésus. Exactement. Donc du coup, ça... Et pourtant, Jésus lui-même, justement, dit moi, c'est la même chose. Bah oui, mais il dit plein de choses. Qui voit le Fils voit le Père, qui voit le Père voit le Fils, croyez-vous cela en fait. Voilà. Quand il parle du Fils, il parle de tout le monde, etc. Mais il parle de plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident que... Après, ça dépend de l'interprétation, la croyance. Enfin, tout ça qui et les traductions. Et les traductions. Il y a des trucs... Oui. Je me souviens plus, mais il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui me font le coup de... Ils m'envoient des versets, peu importe le texte sacré, et je dois interpréter, tu vois. Interprétation de versets, tu vois. Théologien, exégète. Ouais. Et des fois, c'est vrai que Alors, des fois, c'est pas facile à comprendre. Par exemple, quand Jésus dit « Je suis venu apporter une épée, mais pas la paix », et des fois, les gens, ils comprennent pas. Et après, il dit « Je vous donne la paix », donc il se contredit un peu. « Je vous donne la paix ». Mais en fait, non, il parle du discernement. Quand il dit « Je suis venu apporter l'épée », c'est pour vraiment discerner le réel de l'irréel, justement. Ça tranche net. C'est l'épée complètement. de l'archange Michael. Aussi, en fait, toute la symbolique de l'épée, c'est ça. C'est être capable de voir, de distinguer vraiment. La destruction du voile. Oui, c'est la même chose. Le voile se déchire quand tu discernes ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, mais c'est toujours la même chose. Si c'est vraiment dans le cœur, ça va quand même au bout, quoi.
peu importe la voie, et peu importe la religion, et même s'il y a des choses qui sont mal interprétées dans les textes, ça mène quand même au bout. Bien sûr. S'il y a le cœur, ça transperce même les fausses interprétations, les faux trucs. Il y a même des dévots, des disciples qui étaient auprès de certains maîtres, qui n'étaient pas réalisés, mais qui, eux le mettaient en fait sur un piédestal en pensant, en croyant qu'il était réalisé. Et en fait, eux ont atteint la réalisation. Donc voilà, parce qu'ils mettaient tout dedans en fait. Donc, voilà. Le principe de l'adoration, en fait, c'est que ça prenne toute la place. C'est ça. Donc quand tu es totalement en adoration, en fait, c'est plus... c'est comme si quelque part, c'est plus de ton ressort. T'acceptes que c'est plus toi qui fais. C'est plus toi qui contrôle, c'est plus toi... et c'est comme ça ça revient à lâcher à la conscience, en fait. Oui, c'est ça. C'est la dissolution de l'ego. C'est ça. Tout le long du Deuxième Testament, non seulement Jésus dit toujours que ta volonté soit faite, et souvent il rajoute pas la mienne derrière, pour bien en rajouter une couche, pour bien qu'on comprenne que ta volonté est pas la mienne. c'est pas... Mais là c'était un enseignement. Lui, il savait très bien lui qu'il était la conscience absolue et que tout se faisait parfaitement. Oui. Mais sauf que c'était un enseignement. Oui, c'est comme quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, c'est ça qui crée ensuite le christianisme, qui s'accroche à... Tout à fait. Là, c'est la conscience qui parle. Ça, c'est la conscience. Ouais. Bien sûr. C'est toujours la conscience. Ouais. Des fois, on parle un petit peu plus au plan humain, relatif, et des fois, on parle au plan absolu. Et là, il parlait au plan absolu, à ce moment-là. C'est là où des fois la confusion en fait, elle peut apparaître. Et c'est pour ça qu'après l'institution récupère. Si le mental s'empare de ce qui est dit à l'absolu, en fait Il pense qu'il n'y a que par la personne. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui a créé toute l'évangélisation est basée là-dessus. Il n'y a que Jésus, sinon on est perdu. Il faut bien qu'il vienne nous donner la bonne nouvelle. C'est ce qui est dit. Il y en a qui disent qu'on peut passer que... Enfin, les chrétiens disent qu'on peut passer que par Jésus pour réaliser le Saint-Esprit. Mais les adorateurs de Krishna, c'était comme ça 2500 ans avant. Sûrement. C'est marrant. La plupart pensent que c'est que par leur courant qu'on y arrive. Il y en a même qui pensent qu'il y a des courants qui mènent plus rapidement à la réalisation. C'est fréquent ça. C'est le truc. Les courants non duels, attention hein. Les courants non duels, ça va plus vite. Il y en a qui sont persuadés. C'est ça, c'est marrant. J'ai une question. Oui. Je suis très touchée à vous entendre et ça vibre physiquement, oui. Ça vibre dans le cœur. Oui. Ça non plus, il ne faut pas que je m'y attache. Non, c'est un effet collatéral. Si on peut dire, c'est ça, ouais. Mais des fois, ça a même des conséquences sur le corps. Oui, Ça, bien sûr. Et ça, vous l'avez connu. Oui. Oui. Du chemin, des symptômes. Oui, il peut y avoir plein d'effets, plein de choses. Mais... Donc je dois juste laisser passer. Oui, sans attache, sans objet, oui, bien sûr, sans identification. Oui. Mais il y en a plein, à profusion, il peut y en avoir. Donc des choses qui peuvent ressembler à des maladies. Oui, de tout, il peut y avoir de tout. Il n'est pas facile. Ça se peaufine, ça s'affine. D'accord. Force. Ouais. Ça s'affine. Mais de toute façon, ça fait partie du processus. Donc si tu as totalement confiance, et justement que tu dis que ta volonté soit faite, ça se passe bien, quoi, tu vois. Ah, ouais. Et le but, justement, c'est de lâcher. Donc si tu saisis la moindre sensation, bah, après, tu veux recréer un cycle de souffrance. Parce que plus, à chaque fois que tu désires quelque chose qui n'est pas là, forcément, tu souffres. C'est évident. Quelle est la chose qui est toujours là ? Chose entre guillemets.
hier soir, je suis rentré chez moi et j'avais très très chaud. Je regardais la température, mais c'était comme d'habitude, mais je comprenais pas pourquoi j'avais aussi chaud, ça durait. Alors je suis allé me coucher. Et pendant toute la nuit, j'ai eu l'impression qu'on me brûlait le dos avec de l'acide. Ouais. Ça peut arriver, ouais. Je me suis dit, bon, bah il faut laisser... Ça peut faire ça aussi. Il faut laisser aller. Carrément, ouais. Ce matin, on ne rien, comme si de rien n'était. Voilà. Ouais. À quoi bon faire des actions si tout est juste pour évoluer en fait? À quoi bon se lever si tout est juste Ouais. Bah, si tu as l'élan de ne rien faire, fais rien. Mais tu vas voir que ça va être difficile. Je connais justement un sage dans les Himalayas qui disait, il nous a répété plusieurs jours de suite. Je dis nous parce qu'il y avait, à ce moment-là, on était genre 2 ou 3 occidentaux. Et il nous dit, aujourd'hui j'ai un super programme pour vous. Chaque fois il disait la même chose en fait. Vous allez rester dans leur chambre et ne rien faire. Et après il éclatait de rire et il disait, vous en êtes incapables. Effectivement, c'est difficile de rester tranquille. Essaie de prendre une journée par exemple et de te dire, aujourd'hui je ne bouge pas du périmètre de mon lit, sans prendre un bouquin, sans prendre le téléphone, tout ça, et je reste assis. Sans méditer? Tu peux méditer si tu veux, mais reste assis comme ça. Il y a un grand sage des Himalayas qui s'appelait Swami Brahmananda, et après avoir réalisé le soi, il sortait jamais de sa chambre. Et en fait, il restait tout le temps dans sa chambre sur son lit, en train de regarder le mur, comme ça. Puis après, les gens ils venaient le voir pour avoir des conseils et tout ça, mais il répondait tout le temps au niveau absolu. C'est ça. Donc du coup, c'est pas toujours évident pour les gens. J'ai vu il y avait des DVD comme ça, un DVD d'une conférence qu'il avait faite dans sa chambre. C'est trop marrant quoi. Parce qu'il a le sourire aux lèvres, et il parle et il met le mental à l'envers. C'est-à-dire qu'il te parle de trucs, mais c'est complètement pas appréhendable avec le mental, quoi. Tu ne peux pas le saisir. Donc du coup, c'est très drôle, quoi. Ouais. Du coup, c'est très marrant parce que c'est une technique. Je connais quelques sages comme ça, leur technique, c'est de te parler que de trucs
que tu peux pas saisir, quoi. Ça fait vriller le mental, ça. Avec le mental, quoi. Ouais. Un peu comme les zen. Mais Les quoi? zen, ils disent une phrase à un moment donné et on comprend rien. Les haïkus. Applaudir d'une main, genre. Ah oui, d'accord, applaudir d'une main. Ouais. Qu'il est au claquement d'une seule main. Ouais. Voilà, c'est Ouais, ça, c'est un koan. C'est ça. Ah, voilà, c'est Ouais. un koan. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais ça peut faire partie de l'élan, tu vois. De te dire, moi je vais essayer de ne rien faire. Pour voir, quoi. Ouais. Mais dans les écritures, ça revient souvent dans les écritures du yoga que, en réalité, bien que tu agisses, tu n'agis pas. Ouais. C'est-à-dire que ça n'agit pas. Effectivement, il y a un corps qui bouge, on est d'accord. Il y a une bouche qui parle. Il y a des sons qui bougent. Mais la conscience qui voit ça, elle ne bouge pas. C'est complètement immobile, ça n'agit pas. Ça n'agit jamais, ça juste... ça. Bah, vous l'avez peut-être vu dans la méditation, ça constate. Je sais pas. Vous avez remarqué que la présence, elle ne s'améliore pas dans le temps, elle ne cherche pas à s'améliorer. Enfin, peut-être que vous avez remarqué, c'est satisfait. Ça ne cherche pas à vouloir plus. Tu vois. Cependant, on peut avoir des élans. Oui, il y a des élans, bien sûr. mais ça n'agit pas quand même. Il y a des élans, mais ça n'agit pas. Ça semble agir sur le plan relatif, mais ça ne... Mais la conscience, au niveau absolu, n'agit pas, en fait. Donc, si on a envie de chercher l'éveil, donc c'est juste aussi, même si c'est vain, de chercher un objet éveil, il faut le faire quand même si on sent... Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, tu suis l'élan. Tout à fait. Ouais. Suivre l'élan, ouais. Si, d'après le dire, ça mène à une impasse, Non, ça mène pas à une impasse. Non, mais je dis pas qu'on peut pas chercher, c'est juste que ça se passe par le cœur. Et faut être, comme dirait Gérald, faut être vrai, authentique et sincère à la base dans sa démarche. Parce que si t'es pas vrai, en fait, tu vas te voiler la face et ça va t'amener vers ce que tu veux vraiment. C'est pour ça que je pose souvent la question aux gens, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que souvent les gens, par exemple, ils sont dans une situation souffrante, ils veulent juste moins souffrir. Donc du coup, ils lisent que des bouquins de non-dualité. Je suis la conscience absolue, donc c'est bon, je souffre pas. Ils s'en auto-persuadent en fait. Et dès que dans la vie ça va mieux, ils jettent les bouquins et ils se repartent avec une vie... mais c'est pas grave, ça fait partie du process aussi. Mais c'est juste que leur intention n'était pas la réalisation du soi. C'était juste ils voulaient se sortir de leur situation matérielle temporairement inconfortable. Mais ils voulaient pas réellement réaliser le soi. Des fois, ce qui est juste aussi, en fait. Oui, mais tout est parfait, c'est parfait aussi, bien sûr. Ouais. Comment ça se fait que certaines personnes ont envie de réaliser le soi et d'autres n'en ont pas l'envie? Est-ce qu'il n'y a pas une envie naturelle de tout être humain? Pourquoi certains? Non, c'est des expériences. pas un élan qui arrive chez tout le monde. Ça arrive avec le discernement. Hein. C'est assez... et souvent... Ce discernement-là, on vient avec depuis très jeune, depuis tout jeune. Enfin, je remarque quand tu poses un peu les questions, tu vois, les gens ils se rendent compte que déjà étant petits, souvent il y a une phase un peu de déprime parce qu'ils se rendent compte que ils n'arriveront jamais à être heureux dans les objets, tu vois, avec des objets. Donc ils cherchent ailleurs, mais comme c'est pas ce qu'on nous dit, tu vois, on n'est pas au courant, donc on ne sait pas où chercher. Donc il y a une phase de déprime où on se sent abandonné tout seul dans ce truc-là. Et puis à un moment donné, il y a le déclic, quoi, où tu te dis, ok, donc j'arriverai jamais à trouver une joie permanente dans un monde impermanent. Tu commences à comprendre ça, quoi, puis tu te dis, ok, faut que je cherche ailleurs. Et en général, il y a une introspection qui se met en place, quoi. En général. Cette graine existe dans certains et d'autres, en pas d'autres. C'est quoi? C'est dû au karma? C'est dû à un lancement de dés quelque part? Comment ça se fait que certains ont cette envie, d'autres n'ont pas l'envie, n'auront jamais? Est-ce que ça peut s'expliquer? Pourtant la conscience existe partout, mais elle ne veut pas se manifester pour certaines personnes, elle ne veut pas se manifester. Et on sait que certains
ont l'envie de ça que ça se manifeste et d'autres n'ont pas, alors que la conscience est pareille partout, quoi. Parce que pour la conscience, le fait de l'expérience de l'éveil, c'est pas différent de non-éveil. C'est-à-dire que ça fait partie du champ des possibles en tant qu'éventail d'expérience, mais c'est pas forcément l'expérience qui doit s'expérimenter pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, la conscience, par exemple, jouit aussi de l'expérience de quelqu'un d'ultra-matérialiste, parce que c'est toujours une jouissance. Quelle que soit l'expérience, c'est toujours une super expérience. C'est exactement comme quand vous allez voir un film au cinéma, si tu veux. Quel que soit le film que vous voyez, bon, même si le mental il va dire ça c'est un bon film, ça c'est un mauvais film, etc. Mais tu vois, les gens ils disent oui, mais pourquoi la souffrance, pourquoi la guerre et tout ça, et pourtant c'est les premiers à aller voir des films où il y a de la souffrance, où il y a de la guerre, tu vois, où il y a de l'action, tu vois, où il y a pas la paix. Parce qu'en fait, la conscience n'est pas touchée par ce qui se passe dans le film. La conscience, enfin oui, la conscience. Alors, le lien entre la conscience et l'émotion, en fait, l'émotion est très importante pour l'être humain. C'est ce qui amène les plus beaux poèmes, les plus belles œuvres. Pas forcément. Non. Non, souvent les plus grandes inspirations viennent de la présence, viennent du silence, viennent de la conscience justement absolue, quoi. Ça vient pas de l'émotion. Pour rationaliser avec le mental, l'idée de la réincarnation, ça explique bien des choses, quoi. Le fait que quelqu'un n'ait pas la possibilité n'ait pas l'idée le ressenti d'aller chercher le soi, oui. Reste dans les malheurs, etc. Bon, si on se dit oui, c'est des résultats, action, réaction, résultats de vie antérieure, etc. Donc la personne en est encore là, son âme n'a pas encore, blablabla. Mais ouais. Mais cependant, ça peut aussi arriver que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut arriver n'importe quand, peu importe la personne elle-même, peu importe la situation, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une chronologie, parce que là, on s'imagine un truc avec des niveaux. Une chronologie, c'est sûr. Il n'y a pas de niveau, parce que c'est déjà la conscience absolue chez tout le monde, pareil. Donc, même quelqu'un de matérialiste, par exemple, ça peut aussi se produire que non, d'un coup, ça s'arrête, quoi. Oui. Il n'y a pas de... au bout de tant de vie antérieure, par exemple, hop, ça y est, tu vois. Ça, c'est ce qui était dit avant dans le temps, dans certains textes, où certains maîtres ou enseignants avaient dit, non, il faut que vous passiez par avoir vécu 1000 vies avant de réaliser tout ça. C'est dit, dans des textes très anciens, c'est dit. Non. Mais l'histoire action-réaction. Karma. Donc karma, ça oui. Ça existe sur le plan relatif. Ça peut, oui. Oui, il semblerait que. Mais la réalisation du soi n'a rien à voir avec le karma. Tout à fait. Quand on dit qu'il faut un bon karma pour réaliser le soi, non, c'est pas du tout vrai. Ouais. Le karma, c'est complètement dans le plan humain, ça n'a rien à voir avec. C'est duel, le karma. De toute façon, c'est pas. Tout à fait. Puis c'est dans une temporalité. Mais la réalisation, c'est Dieu qui joue au poker. Non. Non mais Dieu c'est toi déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toi qui joues. C'est exactement ça qui joue. Tu devrais peut-être commencer à jouer. Tu devrais peut-être commencer à jouer. Ouais. Pour la réalisation, ça t'est dit. Moi, j'avais lu, en fait, que notamment les personnes qui avaient cet élan pour l'éveil,
sur le plan relatif, en fait, elles avaient pu vivre leur âme, si on peut parler d'âme sur le plan relatif, à travers une espèce qui vivait en connaissant l'éveil, donc elle avait encore un petit peu un souvenir finalement, quand elle vivait cette expérience humaine, qui l'amenait en fait à souhaiter fortement cette Une espèce. Ouais, une espèce, un genre, Une créature. Non. Une créature, j'allais dire. Une créature, ouais. Une espèce extraterrestre, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, Il y a la chose. pas forcément de cette sphère terrestre. Non, ouais, voilà. Ok. Qui a vécu en fait avec la conscience de l'éveil. Et quand elle fait cette espèce, je sais pas comment parler, mais ce résidu qu'elle a s'incarne en fait dans l'expérience humaine. Elle a encore un souvenir, si on pourrait parler ainsi, qui l'amène en fait à se dire oh là j'ai envie de retrouver cette conscience que j'avais. Ça peut aussi, ouais. Il y en a qui en parlent d'ailleurs. On connaît plusieurs. Moi aussi. Et plutôt des jeunes même. Moi aussi, pareil. Parce que les jeunes aussi. C'est pas concerté, mais c'est exactement pareil. Ouais, tout à fait. Plusieurs jeunes qui, franchement, ils m'ont dit depuis que je suis né, je sais que je ne suis pas du tout d'ici. C'est-à-dire que pour eux, genre notre technologie, elle est hyper primitive, on est complètement à la ramasse, totalement. J'en connais quelques-uns. Et c'est évident, si tu veux. Moi, je parle de moi en fait, parce que moi, c'est ce que je ressens depuis petit en fait. Mais c'est possible dans les étoiles. Mais tout est possible, justement. Ça existe, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est comme c'était une nostalgie, il y a comme une forme de nostalgie en fait. Moi, j'ai un de mes petits frères qui dit que. Il le dit depuis qu'il est tout petit, il dit je suis pas d'ici. Je suis venu ici là sur Terre pour vivre ce que j'avais, mais je suis pas d'ici. Je viens d'une autre, d'une autre sphère terrestre. Quoi. Moi c'est l'effet que. Mon petit frère, il dit ça depuis qu'il est petit. Bah oui, c'est possible. Après, on a toute la société qui nous dit non, c'est impossible. Oui, après, bien sûr. Mais... Donc on va cacher un petit peu tout ça. Puis c'est quelque chose de. C'est une certitude en soi. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ça. Vraiment aucun doute. Quoi. Mais ça veut dire que quand on ressent ça, on est toujours duel. Puisqu'on se dit, je venais d'ailleurs, donc en fait, on n'est pas. Oui. On n'est pas oui, bien sûr. Mais souvent, c'est pas très bien vécu. Hein. Moi, les personnes que je connais, c'est vraiment difficile d'être. Voilà, par contre, c'est pas forcément que ces personnes viennent d'une sphère où tout le monde serait éveillé, tu vois. C'est juste qu'effectivement, il y a plus de compréhension, plus d'avancée dans certaines choses. Par exemple, l'égoïsme, il y en a qui comprennent pas. Par exemple, le mensonge, il y en a, par exemple, ils ne comprennent pas. Ça leur a pris vachement de temps à comprendre qu'on pouvait ne pas être vrai, par exemple. Parce que dans d'autres sphères, ça n'existe pas. Tu vois. Tu ne mens pas, c'est même inconcevable. Donc du coup, des trucs comme ça. Mais on croise de tout. Dans les tout est possible, donc on croise de tout. Moi, je me souviens aussi de quelques personnes où, quand tu parles là, ce qu'on est en train de parler là, qu'on met des mots dessus, conscience absolue, Dieu, tout ça, ça ne signifie rien du tout, quoi. Rien. Il n'y a aucun écho, aucune résonance là-dessus. C'est comme si je sais pas comment expliquer, c'est vraiment bizarre. Mais pourtant, ça émane d'eux. Tout est présent quand même, c'est là, quoi. Mais quand tu es conscient de tout ça, il trouve ça trop encore explicable et tout ça, toi. Donc, je peux rien dire pour ça résonne pas. Tu rencontres tous les profils. Alors, il y en a aussi qui ne souffrent pas. J'ai quelques cas qui me reviennent. Alors, vraiment... Mais eux, tu les vois tout de suite, tu te dis, mais celle-là, c'est une extraterrestre, quoi. Moi, elle s'habille d'une façon très particulière, elle est toujours heureuse, elle vit l'amour sans aucun attachement, avec n'importe qui, n'importe quand, tu vois. C'est des trucs complètement, ça sort complètement du cadre, des normes et des trucs que nous, on a ici, quoi. Et elle le vit super bien, tu vois. Elle est super heureuse, elle s'en fiche de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Donc c'est aussi possible que ça se vive comme ça, quoi. Aussi. Il y a tout. Quand on rencontre des gens qui semblent être dans le courant, par exemple, là, je pense à une jeune femme qui fait des soins énergétiques, qui apprend à savoir retirer les nœuds, etc., qui sent les racines, etc. Et du coup, mon étonnement, c'était de dire et après, et ça s'arrête là, en fait.
Et là, ça fait plusieurs fois que je rencontre des gens où il n'y a pas connaissance de la conscience. Et on ne doit rien faire. Et pour autant, quand moi je suis face à eux, je lui demande. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que déjà on en reste là quand on est si près de choses comme ça subtiles et en même temps, moi, qu'est-ce que j'allais faire là entre guillemets. Le côté énergétique, on peut rester bloqué pas mal de temps avec ça. Et tous les trucs astro, machin. C'est très sollicitant. Hein. Ouais. Et puis, comme je disais à Jocelyne, ou comme j'ai dit à d'autres amis thérapeutes, il y a un ego du thérapeute qui fait que tu te maintiens dans ça. Même j'en connais aussi des très très bons, tu vois. Et il y en a, j'en connais une même qui voit toutes les vies antérieures, tout ça. Et elle sait très bien, elle, que ça fait 17 vies d'affilée qu'elle fait le même métier. Donc, tu vois, elle est bloquée depuis 17 vies. Après, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci en même temps. Ouais, c'est pas un problème. C'est juste que c'est son choix. Est-ce que aussi quelque chose, là? En fait, quand on est dans la discussion, à un moment donné, on échange. Et du coup, dans l'échange, on fait... Et est-ce que tu connais? Est-ce que tu as eu vent de ça? Est-ce que quand je te dis ça, tu sens quelque chose? Moi, je lui en ai parlé, elle est très bien comme ça. D'accord. Elle va repartir pour 17 Oui, moi, je n'ai pas forcément dit, mais j'ai juste insufflé des termes pour voir si ça résonnait. Et puis après, j'ai laissé en me disant, demande à la personne qui t'apprend. Il y a des thérapeutes, moi je reçois beaucoup, puisque une personne sur 3 c'est un thérapeute. Donc à l'année ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Et souvent il y a aussi une confusion entre les pratiques thérapeutiques et le fait de la réalisation. Ça veut dire que j'entends aussi des thérapeutes qui font. Alors il y en a qui font de la voyance, de la clairvoyance, de la radiesthésie ou plein d'autres choses, plein de trucs, et qui disent ah oui, mais je sais ce que c'est que la réalisation. C'est ça la réalisation. Et c'est pas que c'est pas ça, c'est la conscience, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas réalisation pleine, consciente. C'est tout, quoi. Mais il y a une vraie confusion. Ou des gens qui me disent je sais qu'en passant par cette voie, automatiquement, on réalise. Mais c'est pas forcément la sienne. Exactement. Il y a des confusions comme ça. Mais ça fait partie du jeu. Du jeu pour avoir les compréhensions qui vont surgir à ce moment-là, tout ça, de tout ça, quoi. C'était plutôt un étonnement de voir les instances et puis de se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on connecte si on met en termes de niveau pour verbaliser les choses. À plus haut, quoi. J'ai un ami qui a suivi la voie du Tao. Et on peut dire qu'il a mené jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, dans l'instant, l'éveil venait et il a dit non. Pardon. Et quand il le décrit, il décrit tous les processus, mais très précisément. Pendant les années, tous les trucs qu'il a eu, les choses qui lui sont... Il a fait non. Il est retourné dans une ville, je sais pas combien de femmes, des enfants. Il a eu une vie, mais c'était comme ça, quoi. C'est voilà. Donc, tu vois, tout est possible, tous les cas de figure. C'est drôle d'ailleurs, parce que quand il t'en parle, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais quand il en parlait, on le regardait, tu sais, en disant et pourquoi t'as fermé la porte? Il sait pas. C'est fait comme ça. Le cœur. C'est tout. Ça doit se faire. Et ça va comme ça aussi, quoi. C'est drôle. Rigolo. C'est rigolo. À un moment donné, ça a été aussi une difficulté pour moi parce que j'ai commencé à apprendre je sentais les énergies, les soins, tout ça, enlever les entités et tout. J'ai eu cette extension et je me suis dit non, ça n'existe pas tout ça. Il n'y a rien qui existe. Donc j'ai eu un rejet total. Et en fait, je me suis dit, je fais quoi maintenant? En fait, s'il y a un rejet, ça veut dire qu'il y a un petit moi quelque part. Ouais, tu regardes là. Parce que... sinon, ce serait simplement accueilli comme étant c'est comme ça. Et puis c'est accueilli de fait, sinon. Et après, j'ai eu l'impression de faire une réconciliation, de dire le relatif, ça existe. Comme ça, là, ce truc. Donc, l'entité, ça existe comme ce truc. C'est pas plus vrai que ce truc. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est accueilli de fait. Deux plans, on va dire. C'est accueilli de fait. Oui. Ils sont un peu... Oui, il y a plusieurs plans, plus ou moins subtils. Une infinité. Oui. Une infinité. À une époque, j'étais invité par un parapsychologue assez connu français, et il m'invitait à un titre de Candide, donc il faisait ses stages, ses formations, tout ça. Et puis bon, j'étais assis dans un coin avec un siège et tout. Il voulait que je sois là. Et à un moment donné, je vois
Et donc il faisait de la voyance, il faisait plein de trucs. Il était très très doué dans son domaine. Même en guérison, tout ça, mais vraiment très doué. Et donc du coup, souvent il me demandait mon avis à chaque fois. Puis au bout d'un moment, j'étais alors qu'est-ce que tu vois, alors qu'est-ce que tu sens et tout ça. Alors je disais des trucs. Et au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, je me dis qu'est-ce que je fous là quoi. Il y a un truc qui est monté, mais je suis incapable de dire d'où ça vient. Donc, et je lui ai dit écoute, faut que je m'en aille. Je peux pas rester. Et il me regarde comme il avait compris pourquoi, mais ça résistait, il s'accrochait. Et il me disait mais pourquoi tu veux partir? Parce que tout ça maintenant me paraît totalement illusoire. C'est en train d'essayer de m'enfermer en fait. Et il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que tout ça. Et je suis parti. Mais ça peut, tu vois, à un moment donné, te solliciter, ces choses-là. Mais bon, je l'acceptais, hein. Je ne l'ai pas rejeté non plus. Hein. Voilà. Lui, il passait par là, il y a plein de gens qui venaient le voir, ça soulageait leur corps, ça soulageait ceci, ça confirmait des choses que les gens avaient besoin d'entendre, enfin, tu vois, que personne... Bon, bref, ça se faisait comme ça devait se faire, quoi. Donc il n'y a rien à rejeter, en fait. Ce qui rejette, forcément, ce qui rejette ne peut être que la partie identifiée. Il n'y a que elle qui peut rejeter. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant de dire c'est de l'illusion et pourtant je travaille avec, il y a des gens qui ça leur fait super. Oui, bien sûr. Je suis où quoi, je suis tout ça. Bah, puis en même temps, tu travailles dans l'illusion. Ouais. Tu joues dans l'illusion, tu joues dans le film quoi. Mais c'est pas parce qu'on voit les énergies et tout ça qu'on est plus spirituel. Hein. Tout à fait. Et qu'on les sent. Donc après cette expansion, je me suis dit alors là, c'est faux. Tout ça c'est faux. Et puis après j'ai dit bon ok, autant que moi quoi. Donc ouais c'est pareil. il y a eu un retour, une reconstruction quelque part. Ouais. Faire un soin énergétique et mettre un pansement, finalement, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Oui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de quoi en faire un... Il n'y a pas de quoi en faire un plat de contrôler l'énergie, de faire des trucs avec l'énergie. Tout à fait. Ça rappelle justement cette histoire avec l'Airima Asaya. Vous connaissez l'Airima Asaya? C'est un sage de la lignée de Babaji, enfin peut-être que ça vous dit un peu plus. Oui, le maître de Yogananda. Ouais, voilà, ok. Et donc il y a deux grands célèbres yogis qui sortent de leur retraite de Himalaya, qui pratiquaient depuis 10-20 ans, qui avaient vécu des états pas possibles en fait, hein, qui étaient réputés, plein de gens venaient les voir. Ils les déplacent, ils viennent voir les Masaya qui bougeait jamais, un lotus, avec les yeux mi-clos, toujours avec le sourire comme ça. Et il lui raconte plein de trucs, ça dure des heures. Il n'y a pas un mot, pas une onomatopée qui sort, rien du tout. Et au bout d'un moment, il le regarde, maître. Alors, en fait, ils décrivent tous les états par lesquels ils sont passés, tout ce qu'ils ont fait, quoi. Et puis même les trucs, on parlait de bilocation tout à l'heure, de lévitation, enfin tout, ils décrivent tout ça. Et au bout de quelques heures, il me demande, mais maître, vous n'avez rien à nous conseiller ou à nous dire? Et il dit, je vois pas du tout de quoi vous parlez, il n'y a que l'un. Dans l'instant, ils ont réalisé le soi totalement, quoi. Tous les deux. Instantanément, quoi. J'adore cette histoire. Comme quoi on peut rigoler avec les histoires. Oui. Comme quoi il ne faut pas porter attention à tous ces états, toutes ces expériences et tout ça. Elles ont lieu. Voilà. On passe par là. Mais c'est tout, quoi. Il ne faut pas s'y attacher. Souvent on passe par là. Pas tout le temps, mais souvent, beaucoup, on passe par là. Ouais, beaucoup de personnes. Ouais. En fait, il ne faut jamais se prendre au sérieux. En fait. Exactement. Il dit souvent ça d'ailleurs, Gérald. Exactement. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Ouais. Faut tout démystifier et jamais se prendre au sérieux. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, on le dit, on dit s'y croire, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah oui. Se la jouer. On s'y croit. On s'y croit, on se la joue. Ouais. Ça pète. C'est ça. Mais pour avoir ce discernement,
discernement, il faut faire le tri dans ses émotions, dans son, entre guillemets, son ego, parce que du coup, de se dire thérapeute, de guérir quelqu'un, ça nourrit une part des cerveaux aussi, de dire qu'on est des sauveurs. Oui, bien sûr. Ah oui, le discernement, il doit intervenir, il s'affine en plus. Hein. Au départ, l'ego, évidemment, il va prendre toutes les formes possibles et imaginables au fur et à mesure que toi, tu as des compréhensions et que tout s'affine dans tes compréhensions. Mais plus ça va, plus ton discernement s'affine tellement, il devient tellement pointu, tu vois, ça devient un rayon laser que tu arrives à un moment donné à reconnaître toutes les interventions égotiques. Donc il finit par disparaître et voilà. Il n'y a plus de, entre guillemets, d'ego au sens où on l'entend. Et tu peux très bien être thérapeute, par exemple, et avoir réalisé le soi, ou être thérapeute et être en chemin, ça ne pose aucun problème. Et souvent, même si ça fait des bons thérapeutes, mais sauf qu'ils disent tous, parce que j'en ai rencontré qui soignaient tout ça, mais sauf que ils disent tout le temps, moi je fais rien. C'est ça. Ils ne s'approprient jamais le... Exactement. Ouais. Tout ça parle. C'est exactement ça. Ouais. Il n'y a pas d'appropriation. Ouais, c'est ça. Et ou de la mise en dette de l'autre aussi. La mise en dette. Oui. Attends, elle va expliquer. Les débits, les crédits. non, en fait, dans la relation, souvent, on va aussi mettre l'autre en dette de quelque chose qui viendra nous nourrir, nous. Et en fait, c'est quand il dit moi je ne fais rien, c'est qu'il reste dans sa responsabilité à lui, enfin dans ce qu'il est, et il ne demande pas à l'autre de venir aussi le nourrir à l'endroit où il va le soigner aussi. Quand on évoquait hier les gens malades en hôpital psychiatrique, dans le monde médical, il y a aussi une mise en dette là-dedans. Dans venir faire porter à l'autre ce qui vient le nourrir lui à l'endroit où il va sauver l'autre, où il va aider l'autre, où il va... Ouais, je comprends, mais non, dans ce cas-là, c'est même pas ça. Il n'y a pas de ce genre de questionnement. Si tu veux, le thérapeute sait que c'est la vie qui fait, quoi. Oui, un bon thérapeute. Ouais. Tu veux dire, quelqu'un qui a des prises, des saisies. Oui. Des saisies ou des saisies. Des saisies. C'est beau les saisies d'ailleurs, vous n'y avez jamais été? Ouais, ce qui... de toute façon, s'il est sur un chemin, du coup, ça va être son chemin de réalisation, s'il est sur ce chemin. Donc, il va pouvoir, c'est génial, parce qu'il va pouvoir voir les interventions de l'ego. Donc, et ouais, c'est vrai qu'au quotidien, il est bien sollicité, quoi, pour dire c'est moi qui ai guéri, des trucs souvent comme ça. Et il va pouvoir voir à un moment donné très bien ce que tu dis là. Mais il n'y a pas de problème, parce que ça aussi, ça fait partie du process. Des fois, les thérapeutes, des fois, ne se rendent pas compte que les gens qui viennent les voir, les deux se soignent. Il y a une réciprocité. Tout à fait. Ouais. Carrément. C'est plus su dans le monde de l'éducation, en fait, spécialisée. D'accord. Okay. On sait que quand on va à cet endroit-là, on vient s'y soigner aussi. Ouais. Et du coup, la mise en dette, elle est importante, de s'en distancier, en fait, dans l'accompagnement. Parce que souvent, on va demander à celui qui est placé de finalement nous remercier d'être là, alors qu'il n'a rien demandé, surtout pour les enfants. Et du coup, c'est là la mise en dette que je parle. Ouais. C'est qu'on attend plus de l'autre qui dise merci de notre aide, parce qu'on l'aide. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, et que c'est pas possible. Oui, bien sûr. Oui. C'était là que là. Ouais. Et souvent, ceux qui ont réalisé le souhait que l'on dit être thérapeute, ils ne se disent pas thérapeute. Parce que ça signifie rien, en fait. Pour eux, ça signifie rien, en fait. Ça n'a aucune signification. Mais les choses, alors il peut se passer plein de choses en contact, c'est comme ça, quoi, d'un être pleinement réalisé. Après, les gens appellent ça guérison, autre chose, ou je sais pas moi, vision, ou je sais pas, mais bon, tout est possible, donc voilà. Mais il n'y a pas d'attache avec ça, aucune. Alors après, c'est les gens qui, à un moment donné, construisent le truc. Ah, mais j'étais avec tel maître, il m'a guéri, c'est mon maître qui a voulu ci, ou qui a voulu ça, qui m'a mis sur le chemin, là. Tu vois, mais bon. Oui, c'est vrai aussi quelque part, puisque c'est la conscience. Mais c'est marrant comment on attrape ça. C'est marrant.
peut avoir la réalisation du soi et être jouisseur de la vie par son corps, les deux sont pas contradictoires. Dans le sens matériel, tu veux dire oui, le sens matériel, l'aisance peut-être financière, mais aussi le plaisir de marcher, de courir, de faire du sport, ou la douleur de faire du sport aussi. Enfin, on prend quand même plaisir, enfin oui, c'est la question un peu récurrente, mais on peut avoir réalisé soi et prendre plaisir à la vie, être jouisseur de la vie. Donc c'est pas un plaisir. Ouais, non, c'est pas de la même façon. J'entends, je comprends. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, Gérald, il mangeait des brocolis. Tu l'attendais pas celle-là? Gérald, il mangeait des brocolis. Des brocolis. Alors là, tu m'as balancé, je te balance. Pierre mangeait des brocolis. Vas-y. Et donc dans l'expérience, je sens, c'est pas une sensation, mais il y a la présence qui voit ce que vit Gérald à ce moment-là, comme c'est la même présence. Et donc je me rends compte que, et ça se voit aussi dans la façon dont tu bougeais à ce moment-là en plus, qu'il bougeait très lentement et c'était comme une prière, si tu veux. Je ne saurais pas comment expliquer. Et quand il mangeait ses brocolis, si tu veux, ce qui était flagrant, enfin pour moi ça sautait aux yeux entre guillemets, c'était que la jouissance était davantage dans la conscience elle-même qui vit l'expérience brocoli plutôt que dans le goût du brocoli lui-même. Tu vois ce que je veux dire? En fait, même si le brocoli avait été dégueulasse, c'était pas le cas. Je précise. Et ben c'était quand même pleinement goûté et il y avait de la saveur là-dedans du fait d'être pleinement conscient. Tu vois. Et ça se voyait même dans la façon de la fourchette. Même dans la façon dont tu retires la fourchette, c'est-à-dire qu'il y avait même le goût de l'expérience de la fourchette dans la bouche qui était en soi un goût goûté par la conscience. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout est goûté, même les choses les plus... Là, il faut revenir à l'émerveillement de l'enfant, si tu veux, pour le comprendre. C'est comme un enfant qui par exemple, qui voit sur la plage... sur la plage, il y a des grains de sable qui brillent et des grains de sable qui ne brillent pas. Des fois, il y en a qui font des paillettes qui brillent. Ouais. Et ça, un enfant, il peut rester longtemps à regarder la paillette et à voir les couleurs qui se dégagent de la paillette. Ouais. Mais quasiment aucun adulte ne fait ça. Regarde la paillette et oh, ça brille et tout. Bon, peut-être toi, oui. Il y avait des gens, quand on était boire un chocolat, un chai, là. Il y avait des petites lumières LED dans le bar qui brillaient, qui est-ce qui était dedans? Que des enfants. Oui, ça. On regardait avec leur portable en train de filmer le truc qui s'allumait. Ils sont restés je sais pas combien de temps comme ça. Il n'y a aucun adulte. Hein. Ouais, c'est ouais, la joie est là. C'est pas un plaisir, c'est une joie de ça, du goût de ça. Le fait d'être pleinement conscient de l'expérience amène une joie, même si c'est quelque chose de tout simple. Par exemple, ça peut être une pratique en soi de... au lieu de manger, par exemple, c'est savourer. Tu vois, il y a une différence entre manger un plat et savourer un plat. Il y a une différence entre se frotter les mains comme ça et vivre ce que ça fait réellement. Tu vois, il y a une différence entre toucher et caresser, par exemple. Tu vois, c'est des nuances. Et caresser et être la caresse. Voilà, c'est ça. Devenir la caresse, être la caresse, ouais, si tu veux. Être caresse. Enfin, ouais, c'est ça, en fait. C'est la qualité de conscience qui crée l'intensité de la joie, en fait. Et on pourrait dire proportionnel. Hein. Ouais, c'est proportionnel. Une même personne qui mange une pomme, si son degré de conscience, selon son degré de conscience dans l'instant, comment il le vit, la même pomme, hein. Chez certains, ça va amener, comme tu vois, Yves, ça lui est arrivé, par exemple, on en parlait de Yves, d'être dans un état orgasmique en mangeant une pomme.
Puis chez d'autres, ça passe inaperçu, quoi. La pomme, elle est avalée en 10 secondes et puis ça donne mal au ventre, c'est tout. C'est la qualité de présence dans l'expérience qui donne la joie. C'est pas le côté sensoriel est bien moindre que ça. Et bien moins intense que la qualité de présence dans l'expérience. Et la méditation peut être un moyen pour arriver à cette... C'est un moyen, oui. Ouais, ça tout à fait. Mais la méditation peut aussi se faire à chaque instant. Et d'ailleurs, je le recommande tout à fait. Fortement, même pour que vous ne compartimentiez pas l'instant, tu vois. Avec l'idée, il y a des instants, il y a des moments, il n'y a pas des moments particuliers, il n'y a aucun moment particulier. C'est maintenant, toujours. Mais sauf qu'il y a le mental, il dit il y a le maintenant en satsang et il y a le maintenant quand je fais la vaisselle. Mais non, c'est la même conscience, c'est le même maintenant. On peut vivre un état extatique en faisant la vaisselle. Exactement. J'étais une fois à... Ce serait bien. Une fois, j'étais à mon travail au cinéma quand j'étais à Paris. Et j'avais un ami qui cherchait beaucoup la réalisation du soi, qui était d'origine italienne. Et lui, il passait beaucoup par les textes. Tu le connais. Et donc, on était au travail. Moi, j'étais au point de contrôle, donc en plein boulot, en plein travail, en train on dit d'étalonner les gens. Donc, je contrôlais le ticket. Hein. Et j'étais au bord de... Enfin bref, j'étais près d'un mur, en fait. Et lui, il arrive au loin, comme ça. Et il parlait fort, comme il est d'origine napolitaine, donc il chantait même souvent au boulot. On a un peu rien à péter du boulot. Et donc, et lui, il me dit au loin, mais Pierre, quand est-ce qu'on s'éveille? T'imagines dans le cinéma, quoi, tu vois, c'est génial, quoi, tu vois. C'est bien le lieu, hein, en plus, tu vois. Ouais. Et au moment où il dit ça, devant tout le monde, moi j'ai un orgasme x1000, tu vois, avec le corps qui répond plus, les jambes, j'ai obligé de m'appuyer contre le mur parce que les jambes ne tiennent plus et tout. C'est drôle, quoi. Mais c'est vrai que ça peut le prendre à tout moment. Bah ouais, c'est... Avec des déclencheurs apparents. Ouais, ce qui est drôle, c'est que, tu vois, enfin, je sais pas, il a pas calculé ça, tu vois, en me disant ça. Donc c'est juste pour dire que ça peut arriver à n'importe quand. En fait, c'est vraiment tout le temps là, c'est n'importe quand, peu importe ce qu'on fait, peu importe. Et puis ça, en durée, j'allais dire, ça peut durer, quoi. Oui. Ça peut prendre à n'importe quel moment. Moi, il y a aussi une personne qui traversait la rue, hein, à qui c'est arrivé au milieu de la rue. Le corps n'avance plus, tu vois le truc un peu, quoi. Déplacer la personne, tu vois. Et après même sur le trottoir, quoi, elle se remet à marcher quand elle doit se remettre à marcher, quoi. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus tout ça, donc bon. Mais ça, quand tu conduisais la voiture, ça t'a pas empêché quand même de... T'as dû te garer tout de suite? Non, parce que l'éveil n'est pas un état extatique. Ouais. Ah, donc c'est pas la même chose, oui, d'accord. Non. C'est des manifestations. Non, c'est juste que tu te rends compte d'un coup que t'es pas dans le film. Tu vois, il n'y a plus personne qui conduit, mais ça conduit quand même. C'est ça. Tu vois, ah oui, t'as pas d'accident, t'as rien. Enfin, ça se fait comme ça doit se faire. Tout est accepté d'office. Mais les états extatiques, c'est avant l'éveil ou bien tu en as aussi après? Ça peut venir après aussi, parce que c'est lié à l'énergétique. Donc c'est des choses... Ça peut être décharge, quoi, aussi. Enfin, il y a des moments oui, ça peut être décharge, ça peut faire ça. Toutes sortes de choses. Même au niveau de la colonne ou des choses comme ça, extrêmement fortes. On peut aussi avoir des... moi, j'avais des changements de température, c'est-à-dire dans le chaud, très très chaud, bouillant, probablement au-delà des températures, et très froide. Et si on me touchait avec les yeux fermés, tout ça, on pouvait penser que j'étais mort. Glacé, totalement glacé, quoi. Voilà, il peut y avoir tous ces effets-là, mais ça fait partie de tout ça. Sauf que maintenant, il n'y a plus du tout de saisie par rapport à ça. Exactement. Quelle que soit l'expérience. Ça vient quand ça vient. Oui, on le dit, ça fait un truc. Il y a un truc que tu as dit
aussi par rapport à l'événement de l'enfance, ça m'est revenu ce souvenir. Et j'ai eu l'impression, à un moment, quand j'étais enfant, que j'ai perdu en fait cet émerveillement un matin et que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui me manque. Ouais. Et puis après, petit à petit, ce souvenir s'est effacé. Ouais. Ouais. D'un seul coup, comme si le monde était devenu un petit peu plus gris, plus terne. Ça, les neurosciences nous montrent de manière flagrante que cet émerveillement se perd avec l'apparition de la notion de moi, si tu veux. Parce que les états intenses d'enthousiasme et d'extase, on le voit dans le cerveau. Si tu veux. Et chez un enfant, comme je l'avais dit à une autre conférence, c'est toutes les 2 à 3 secondes. Enfin, c'est vraiment permanent, il est tout le temps dans un état de joie. Bon, sauf évidemment s'il lui faut à boire ou à manger, etc. Et ça disparaît, on le voit vers l'âge de 2-3 ans. Ça commence à disparaître et c'est le moment où l'enfant commence à vraiment différencier, à dire moi, il commence à considérer l'histoire de moi. Ça commence petit à petit à appréhender un temps, tu vois, tout ça. Ouais. Donc ça vient avec la notion de temps, par exemple, pas même. Puisque qui dit temps dit histoire, et qui dit histoire dit problème dans l'histoire, tu vois. Mais s'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de problème, tu vois. Forcément. S'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'histoire. S'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de problème. Je me souviens de la première fois où j'ai ressenti l'ennui. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, c'est bizarre, c'est long. Comme ça, intérieurement, je me disais, mais j'avais jamais senti ça, qu'est-ce que ça fout là. L'ennui, c'est complètement lié au facteur temps. Ah oui, complètement. L'ennui, c'est la comparaison de ce que tu es en train de vivre avec une autre expérience que tu juges plus heureuse dans le passé et que tu calques sur l'expérience maintenant, tu compares les deux et tu te dis je suis moins heureux donc je m'ennuie. Il me faut un truc plus... Tu vois. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'ennui possible. Maintenant, il n'y a pas d'ennui, c'est pas possible. Gérald, tu sais, à Paris, on évoquait la précocité des enfants. Oui. Et ils sont beaucoup dans l'ennui, ces enfants-là. Oui. Et mais je sais pas si... Enfin oui, on dit l'ennui, mais je sais pas si on peut l'identifier comme étant un ennui. En tout cas, ils ont des... Enfin, ils bougent dans tous les sens et tout ça. Et je sais pas si on peut appeler ça vraiment de l'ennui, mais on disait ennui, bon... Oui, eux traduisent ça comme ça aussi parfois, mais... il semblerait que c'est quand ils soient inactifs. Ou qu'il y ait trop de choses dans leur tête qui leur permettent de se poser. Peut-être plus là que ça se situe. Il y a ça et aussi il y a le fait que eux, quand il y a un déroulement qui se produit dans un raisonnement, ils arrivent tout de suite à Z alors que les gens ils sont encore à C. Tu vois, non, ils sont déjà au bout du raisonnement alors que les autres... Ils sont pas linéaires. En classe par exemple, parce que il y a pas longtemps il y a une précoce qui m'a raconté tout ça, elle me disait que c'était hyper dur parce que pour elle, elle était déjà au bout de la vision et les autres ils étaient encore en train de... Et avec un ensemble de propositions. Mais du coup, dans leur relation au temps, quand ils sont en, freelance, je dirais, eux ça va comme ça, mais s'ils ont ils n'ont pas de quoi les rattacher, peut-être, je sais pas, à leur temporalité ou s'ancrer, peut-être. Eux, ils vont traduire ça par l'ennui. Oui, bah, moi, de toute façon, moi, j'avais pas de notion de temps à l'école, donc je me faisais chier. Oui, j'en ai un, oui. Je me faisais pleinement chier. Mais vraiment, je me demandais ce que je foutais là. Et ma mère, au bout d'un moment, en avait vraiment marre. Elle me disait, oui, enfin, ça serait bien de faire peut-être des petits efforts, éventuellement, de faire des études, quoi. Elle me disait. Puis au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, écoute, j'abandonne parce que je crois que ça ne marchera jamais avec toi. Mais j'avais pas du tout de notion de temps et j'avais vraiment comme une impression d'ennui, mais je sentais que c'était pas ça en même temps. Je sais pas comment dire. J'étais pas à ma place, comme si j'étais pas. Oui, ça, moi, ils me le disent. Peut-être qu'ils se sentent pas à la place. Non, ils à l'école, ils ont le droit de le dire. Mais, oui, à leur place. Oui, bah ça, on a compris, pas dans le système. Tout ça, et puis la notion de temps, même sinon, le mail, je sais toujours pas quelle journée. Et puis c'était même ma mère qui était très très ouverte. Quand je lui disais, l'autre jour quand on est parti là, elle me disait non, c'est pas l'autre jour. Hein. L'autre jour c'était il y a un an. Donc tu vois, et jusqu'à maintenant ça m'a suivi ce truc. Enfin, j'ai jamais eu le temps, la notion de temps. Je comprends pas très bien quoi. Oui, non. Donc du coup à l'école. Parce
Ce que vous dites, ça me parle pour mes 3, alors ouais. j'essaie de... Mais du coup, oui, l'ennui, c'est pas à l'endroit de l'ennui, en fait. Ça, ouais, mais je savais pas comment le dire, mais je disais ennui, tu vois, moi aussi, je disais ennui, mais j'étais en même temps, il y avait un truc en arrière-plan qui était conscient que c'était... Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, je savais pas comment le dire, en fait. Je savais que c'était autre chose, j'étais pas à ma place, où il y avait un truc vraiment bizarre, quoi. Qu'est-ce que je foutais là et tout. Ouais, c'est curieux, quoi. La personne que j'ai eue, elle me disait que ce qui est très, très difficile, c'est que personne n'arrivait à répondre à ses questions. Puis elle en avait beaucoup. Si elle débitait beaucoup de questions, elle lui interdisait de parler. Donc, pour un enfant précoce, où on lui disait souvent c'est comme ça, ce qui est insupportable pour un précoce. Donc voilà, moi c'est pareil, j'ai eu le droit à des trucs un peu de ce genre-là. Quand j'émettais des théories tu vois, en sciences et tout, la prof elle me renvoyait à ma place en me disant les plus grands scientifiques du monde planchent là-dessus. Alors c'est pas vous, monsieur Ben Merzouk, qu'elle finissait pas sa phrase comme ça. Et je reparlais, je fais oh, elle commence à me gonfler. À l'époque, quoi. Oui, heureusement ça a un peu bougé. C'est vrai que maintenant, je sais que les miens, ils savent qu'ils peuvent aller chercher dans un dico après. Ils savent que la maîtresse, elle doit rester bordée dans le programme. Enfin, c'est ce que moi je leur dis pour. Et puis sinon, j'avais j'avais derrière en fait, je revenais chez moi, puis je disais, ma mère me disait, alors ça s'est bien passé la journée? Je dis, bah écoute, il y a eu tel problème. Elle dit, quoi? Je vais à la réunion des parents d'élèves. Alors c'était du genre, par exemple, en plein cours, je disais, non, maintenant on a découvert ça, on peut faire ci, on peut faire là. Et le prof en face me disait, devant la classe, vous êtes un menteur, monsieur, ça n'existe pas. Et là, t'as ma mère qui se déplaçait, qui disait, si vous n'êtes pas capable de vous mettre à jour, c'est votre problème. Mais lui, il sait. Il lit des dicos entiers, des trucs et des machins comme ça. Il est au courant, quoi, tu vois. L'école, c'était pas triste, hein. Mais en fait, un jour, on m'a posé la question, même quand j'étais plus grand. En fait, tu viens à l'école pourquoi? Et ma réponse, ça a été, je viens pour m'amuser. Ça a été ma réponse. Et du coup, et ma mère, quand elle en parlait aux gens, quand les gens disaient, mais pourquoi il continue à aller à l'école? Quand tu continues à l'envoyer à l'école? Bah, Gérald, de toute façon, il est à l'école pour s'amuser, alors tu sais, là ou ailleurs, enfin, tu vois, c'était... Il est à la garderie. J'adorais la garderie. Comment a été perçu l'état de l'éveil dans vos familles quand c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Tu sais, du point de vue de la manifestation, tu vois pas forcément beaucoup de différence. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Mais quand vous avez expliqué ce qui c'est que... Ah bah je l'explique pas forcément. Je l'ai pas dit en fait. Ouais, bah, moi non plus. Bah ouais, maintenant parce que quand je le dis en fait, tu réalises que tu réalises que t'es toujours le même et que t'as toujours été le même. Du coup, donc il n'y a rien de plus quoi. Ouais. T'es juste le même quoi. Mais le même pas en tant que corps, organisme, ça t'es le même. Il n'y a rien qui a changé. Ça n'a jamais changé. Et tu veux pas réveiller les autres non plus, parce que, alors souvent, au premier réveil, au premier déclic, tu veux réveiller les autres, parce que tu te dis, ça y est, j'ai découvert, il y a une autre dimension, donc il n'y a pas que ce monde de merde. Et donc là, tu veux vraiment, tu veux, moi je sais que le premier réveil, je voulais descendre dans la rue avec une pancarte, quoi. J'ai pas fait heureusement, mais c'était hyper fort en plus. Oh ouais, c'est clair. Mais après, là par contre, ma mère, elle s'est dit, il y a un truc, quoi. Ah oui. Parce que je restais enfermé longtemps dans ma chambre. Des fois, je m'étais sous la pluie, sous la grêle, avec les moustiques et tout. Je me mettais en plus dans des conditions un peu bizarres et tout. Vous faisiez des tapas. Ouais, ça lui a fait bizarre. Ouais. Ou des fois, je parlais plus du tout. Et t'as pu lui expliquer? Oui, bah tout de suite, juste après. Juste au moment où c'est arrivé, je suis sorti de ma chambre et j'ai dit exactement texto, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, je l'ai trouvé. Sauf que je savais pas que je le cherchais. Mais quand c'est arrivé, je savais que c'était ça que je cherchais. Et que tout le monde cherche. Sauf qu'après, c'est pas resté stable dans l'expérience. Donc ça a fait du yo-yo pendant 17 ans. 17 ans? Ouais. Ah oui. Et puis après, ça c'est... Ce qui veut pas dire que c'est tout le temps le cas. Il y a des gens, ça fait pas le yo-yo. Mais ça a un sens que ça ait fait le yo-yo. C'est pour que je puisse être là aujourd'hui. Si ça n'avait pas fait le yo-yo, je pourrais pas parler. Ouais, c'est ça. Et quand même, il me semble, alors c'est peut-être une erreur de perception, mais il me semble que quelqu'un qui est éveillé, du coup, ça doit se voir parce que dans votre attitude, vous pouvez n'être que vrai, qu'authentique et juste. Et donc, des choses qu'avant vous pouviez faire peut-être par obligation pour faire plaisir, ça s'arrête, non? Oui. Et du coup, les gens autour
Parce que moi, je sens, alors je sens sur le chemin qu'il y a des moments où je ne peux pas faire autrement que d'être vrai. Et je vois que ça dérange. Ça ne me gêne pas forcément. Des fois, ça me dérange, des fois, ça ne me dérange pas. Mais en tous les cas, les gens perçoivent, c'est plus la même. Après, ils ont dû voir. Oui, il y a plein de gens qui voient. Là, je parle de l'éveil, la réalisation du soi final. Ouais. Avant, il s'est passé des trucs, par exemple, il y a plein d'amis qui ont changé, tu vois, ça a changé les relations. Il y a des trucs où il y a des discussions où ça m'intéressait pas. Ouais, Donc, ça. comme ça ne m'intéressait pas, juste, soit je parlais pas, soit je disais ça m'intéresse pas, ou soit on se contactait plus avec les gens. Et ça arrive très souvent, ça, c'est vrai que quand tu es sur un chemin, des fois, mais c'est pas grave. Non. Il y en a d'autres qui sont revenus, c'est reparti, c'est revenu. Ouais, c'est pas tout. Moi, je jouais, je faisais que jouer avec les gens. Et à l'intérieur, ça savait ça, quoi. Enfin, ça savait. Et je jouais, quoi. Et pourquoi, si tu n'avais pas fait le yo-yo, t'aurais pas pu enseigner c'est pas enseignement, mais je partage simplement, parce que c'est déjà fait. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui peuvent avoir lieu. Et je pense que j'ai pris à peu près toutes les... J'ai failli me prendre les pieds dans le tapis dans toutes les expériences, si tu veux. La clairvoyance, le magnétisme, tout ça. J'ai failli à chaque fois m'arrêter là. Et puis donc je suis bien allé au fond de chaque truc. Donc, ouais, voilà. Ouais, ça permet de pouvoir comprendre quand les gens me disent des choses, quoi. Et toi, Gérard, semble-t-il que déjà de l'enfance, tu savais tout ça, mais tu as quand même fait 15 ans ou 16 ans de sadhana? Ouais. À partir de quel âge? Vers 20, dans ces eaux-là, 20 et quelques années. Ouais, grosso modo. Ouais. Il manquait quelque chose? Comment? Il manquait quelque chose? Non, mais je me suis dit, tiens, je vais pratiquer quand même une sadhana. J'ai pratiqué une sadhana, j'ai vécu des expériences encore à ce moment-là, tout ça. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté net. C'est-à-dire, je me suis levé un matin, j'ai dit, ça s'arrête maintenant, quoi. Voilà. Sans me poser plus de questions et tout ça. Ça se fait plutôt simplement. Mais c'était... Enfin, je sais pas, mais c'était peut-être un peu pareil pour toi, dans le sens où tu as vécu plein d'expériences, plein de trucs. Par exemple, des modifications avec l'alimentation, différentes approches, différentes façons de... Ouais. Très intensives, tout à fait. Ouais. Donc tout ça permet après de parler de ça, quoi. Est-ce que la réalisation, c'est finalement pas un changement de perspective, en fait? De voir la vie... Il y en a qui le disent comme ça. Ouais. Il y en a qui le disent comme ça. Ouais. Moi, je dirais plutôt que c'est voir sans perspective. Voilà, mais bon, il y en a qui disent avec ces mots-là. Ouais. Parce que c'est voir sans point de vue. Il n'y a plus un point de vue particulier, il y a juste ce qui est comme c'est. Rien n'est pointé, en fait. C'est quoi sadhana? C'est un terme sanskrit qui a plusieurs significations comme, accomplissement, réalisation, discipline spirituelle, puis d'autres. Voilà. C'est des pratiques, c'est quoi? Oui. Et avec ce qu'on disait tout à l'heure quand il parlait, Pierre, par exemple, de méditer ou de prier ou d'avoir des pratiques sous la pluie, la grêle et tout ça, accompagné de ce qu'on appelle là-bas des tapas, des austérités en fait. Des ascètes. Voilà. Voilà, des austérités. Là où les yogis se réunissent pour les gens. Alors après, elles peuvent être plus ou moins intensives, ça dépend plus. Ça peut être fait à la carte aussi, là, tu vois, les sadhanas. Mais c'est pas obligatoire. Non. Non. Il n'y a rien d'obligatoire en fait pour réaliser le soi. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de conditions, voilà quoi.
peut attendre alors. Enfin, il n'y en a pas besoin d'attendre. Non, t'attends pas. Mais puisque ça va venir. C'est déjà là. Oui. C'est pas que ça va venir, c'est déjà là. Conscient. Mais tu es déjà consciente. Tu vas simplement conscientiser le fait que tu es consciente, quoi. Mais regarde, quand tu dis ça, tu trouves que tu n'es pas consciente, là? Si. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu cherches de plus? Ce qui vous est arrivé après 17 ans de sadhana. Les enfants, attends, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais plutôt que de vivre tout le temps sur le point de vue objectif, justement, de la vie, va voir c'est comment. Tu vois, tu me dis que tu es consciente. Et ça a quel goût, la conscience? Ça fait quoi? Ouais, je suis consciente. C'est une conscience, mais c'est pas la conscience de la conscience. T'es consciente d'être consciente, là? Oui, mais je suis pas consciente comme vous. Ça, c'est ça le truc. Tu fais des comparaisons, c'est une croyance, ça, ouais, complètement. Ouais. Je suis pas consciente d'être consciente. Je suis pas consciente. Réellement, non, mais réellement, il n'y a rien de plus que ça. Le seul problème, c'est que justement, on met un truc en plus. Exactement. Il n'y a rien de plus que être conscient d'être conscient. Ouais. C'est tout. Ah oui. Oui. C'est très simple. Hein. La question, c'est ce qui est conscient. Est-ce que ça a à voir avec une histoire personnelle qui se déroule dans le temps ou pas? Ce qui est conscient. Ah oui. Oui? Bah, normalement, non. Essaie de pas répondre avec ce que tu as entendu. Ouais. Il faut que ça vienne se passer oui. Oui, ça a à voir avec une histoire personnelle. Ce qui est conscient a à voir avec une histoire personnelle. Est-ce que ce qui est conscient... Par rapport aux expériences. Donc, non, mais ce qui est conscient, est-ce que c'était le même, ce qui est conscient, quand tu avais 1 an, 10 ans, 20 ans et maintenant? Ou est-ce que ce qui est conscient a bougé? Ça s'est amélioré? Ça a changé? Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré pour toi? Tu trouves que ce qui est conscient s'améliore? Oui. Quoi? Quoi dans ton expérience de ce qui est conscient s'améliore? Par exemple, quand il y a des émotions, des choses comme ça, je vois, il y a un... Ça, c'est des objets. C'est des objets. Je te parle de ce qui est conscient, moi, ce qui est conscient des émotions, ce qui est conscient de tout ça. Est-ce que ça a changé? Avant, j'en étais pas consciente. Oui, c'est ça. T'étais pas consciente de quoi? De ce qui est conscient ou des émotions? De ce qui est conscient. Ouais. Mais c'est là que ça se passe, c'est dans cette direction-là. Tu vois, enfin, des fois, symboliquement, en Inde, ils disent la résolution des problèmes, elle n'est pas par là, elle est par là. C'est métaphorique, mais c'est derrière les yeux que ça se passe, c'est pas devant les yeux. C'est une métaphore. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc regarde ce qui est conscient, comment c'est, et n'ajoute rien. Ne dis pas ce qui est conscient là, c'est différent de ce qui est conscient chez Pierre et Gérald. Parce que ça, c'est une idée, c'est un concept, c'est une croyance. Et ça va créer un désir de je veux plus, je ne suis pas satisfait. Et puis après, tu auras une identification à une image de ce que peut être dans ta croyance la réalisation. Entre autres, quand tu nous vois. Tout ça, c'est vraiment une illusion, hein. Totalement illusoire. Parce que la réalisation, c'est tout ça, c'est ça. Voilà, tout est réalisé. Donc toi aussi, c'est la réalisation. Oui. Tu vois, il n'y a pas d'exemple à prendre, en fait. Oui. Mais par contre, peut-être la petite nuance subtile qu'il y a entre ce que vous dites, enfin de ce que tout est dit là, c'est la rap. Par exemple, là je suis conscient en ce moment. Bon, admettons là, tout à l'heure je fais autre chose, je fais de la cuisine ou je fais un truc qui n'a rien à voir. C'est la rapidité à retrouver cette conscience, cette rapidité selon les individus qui va peut-être... Ah oui, je change. Oui, mais c'est pas un problème. Là, tu dis par exemple, là je suis conscient, mais je suis conscient, c'est pas encore suffisant. Moi, ce qui est intéressant de te voir, c'est est-ce que tu es conscient d'être conscient? Est-ce que tu es conscient de ce qui est conscient?
C'est ça que je veux dire. On n'est pas conscient d'être conscient en permanence. Ah bah c'est là où justement il faut aller voir. Ah. C'est là t'as mis le doigt sur le truc. Ouais. Tu vois. C'est là où il faut aller voir. Il faudrait être conscient. C'est pas il faudrait, mais... C'est déjà le cas. En fait, voilà. t'es déjà toujours la conscience. Mais sauf qu'on est absorbé par les objets. Voilà. Et quand je dis objets, ça veut dire les pensées, les émotions, tout tous les phénomènes, tout ce qui apparaît. Parce que tu penses que la réalité, c'est ça encore. Tu crois que la réalité la plus vraie, la plus réelle, c'est dans le monde objectif. Mais la réalité la plus vraie, la plus réelle, c'est la conscience qui voit en fait, la réalité. La vraie réalité. Parce que si tu enlèves la conscience qui voit, tout le monde objectif s'effondre. Même l'univers, tout s'effondre. Donc la vraie réalité, c'est que ce monde objectif n'est que on va dire la pointe de l'iceberg d'une conscience en arrière-plan qui n'est pas objectivable, qui n'est pas un objet, mais au sein de cette conscience, tout émerge. Et des fois, il peut y avoir des fluctuations, ce que tu es en train de dire, mais en fait, ça ne reste, c'est qu'une croyance, c'est-à-dire qu'on a la croyance qu'on n'est pas dans la permanence de la conscience consciente d'elle-même, quoi. C'est simplement une croyance, en fait, qu'on peut avoir. On est rattrapé par des choses qui sont pas encore, c'est-à-dire qu'il reste encore des traces résiduelles, on va dire ça comme ça, de certains attachements que tu peux avoir dans le relatif. Oui. Donc par moment, tu vas changer, c'est-à-dire que tu vis la conscience, là, tu es pleinement dedans, et d'un seul coup, comme tu disais tout à l'heure, tu vas faire autre chose, et là, il y a une fluctuation qui s'opère, et donc du coup, il semblerait que tu n'es plus dans la conscience, mais en fait, tu l'es toujours. Mais plus consciemment. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est simplement, mais tu vois, ça tient un fil parce que en fait, sous-jacent, enfin, en arrière-plan, mais tu es toujours consciente d'elle-même, consciente de la conscience. Rien n'a changé en fait. Non, c'est clair. Mais moi, je parle le fait d'être conscient, d'être conscient. Oui. Ça, c'est permanent normalement. Oui. C'est permanent en fait. C'est permanent. C'est permanent. Regarde même dans la plus grande expérience d'inconscience, par exemple, la plus grande expérience où tu es à fond dans le matériel. Pose-toi la question, par exemple, si quelqu'un arrive, et là, à un moment donné, pointe vers toi et te dit, là, tu n'es pas, du verbe être, tu n'es pas. Direct, même si tu es dans un état soi-disant d'inconscience, tu vas dire, ben non, je suis. Tu le sais, c'est évident, tu vois. C'est évident, tu es. Sauf que tu oublies, parce que tu t'absorbes dans ce qui fluctue, quoi. Peu importe ce que c'est, de l'énergie, ou peu importe. Ça fait comme une sorte d'amnésie. Ouais. Mais c'est illusoire en fait. Parce que ta vraie nature, c'est d'être conscient complètement. Donc tu es complètement conscient. Et par moment, il y a comme une croyance d'oubli que tu es totalement conscient. Par moment. Donc ça fluctue. Il y a encore des fluctuations, tu vois. Mais entre ce moment d'oubli, justement, les fluctuations en elles-mêmes, elles peuvent varier peut-être d'un individu à l'autre. Comme quelqu'un qui a l'habitude, qui est dans tout ça, qui a l'habitude de réfléchir, qui a les idées claires. Il y a une autre personne qui, par exemple, je sais pas comment expliquer ça, enfin, qui n'a pas l'habitude déjà de réfléchir. Il y en a peut-être, je sais pas, qui ne réfléchissent pas et qui en plus aiment manger des chips en regardant le foot. Enfin, c'est oui, mais c'est un exemple. Il y a peut-être des dans ces fluctuations-là. J'en ai même perdu le fil du début de ma question, mais certains qui arrivent facilement à retourner dans le... Ah oui, d'accord, ok. Sans être conscient. Ouais. Et d'autres ont peut-être plus de difficultés à y revenir, c'est ça que tu veux dire. De ça. Ah, d'accord. La petite liaison entre les deux. Mais bon, je sais plus pourquoi Il y en a qui se posent pas la question. En fait, c'est du moment où on se pose la question, on va tiens, il y a autre chose que je ne voyais pas. Mais si on ne se pose jamais la question, on n'y va pas. Si la question émerge, c'est que c'est déjà pressenti. C'est déjà, la réponse est déjà là. Ouais. Quand tu te poses la question suis-je conscient, la réponse est déjà là instantanément. Oui, dans ce cas-là, oui. Donc quand tu te poses la question suis-je éveillé, la réponse est déjà là. Elle arrive. Comme il n'y a pas de temps, en réalité c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Sauf qu'on a l'impression qu'il y a un temps. Et ça va arriver. Par exemple, en pilotage automatique, du coup, on peut être en amnésie une partie de la journée.
Oui, on peut, mais il va y avoir des souffrances qui vont gentiment te rappeler que c'est pas par là. C'est pas par là que tu veux aller, en fait, au fond de toi. C'est ça. Du coup, c'est sans de la souffrance, mais c'est vrai qu'en mettant le pilotage automatique, des fois on fait les choses automatiquement en débranchant quoi. Ouais. Oui. Mais en gros, pour la faire simple, l'image qu'on peut prendre, c'est quand tu es identifié à ce qui fluctue, ça bouge, et là, par exemple, tu peux pas voir combien j'ai de doigts si je bouge très vite. Tout à fait. Et si j'immobilise la main, tu vois précisément combien il y a de doigts. Donc c'est la même chose, c'est soit tu focalises sur le monde des perceptions qui bougent en permanence, et dans ce cas-là, tu te perds, tu ne vois pas ce qui est vrai, tu ne vois pas clairement les choses, tout comme tu ne vois pas clairement la main. Ou alors, soit tu défocalises du monde des perceptions, et tu te rends compte, mais qui voit ça ? Qui voit ça ? Qui perçoit ça ? Et en fait, là, tu te rends compte qu'il y a une conscience. Et c'est vrai que ça demande... La concentration. Ça demande de la concentration. Non, c'est pas de la concentration, ça demande... Ça demande pas mal de lâcher des choses, parce que tout le moi est construit sur le relatif, sur les objets, sur... En fait, tout ce que tu crois être est bâti sur des objets, sur une histoire, sur des relations, sur des interactions, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est complètement à contre-courant de ce qu'on te dit, de ce que... Tu vois, de ce que ça véhicule partout dans le monde, de ce que le mental te dit partout dans le monde. Donc c'est accepter le fait que la réalité ne se situe pas dans l'objectif, dans ce qui est objectif, dans les objets, c'est pas facile, souvent. Il y a une peur de la dissolution. On a l'impression qu'on va disparaître. C'est pour ça qu'il faut faire confiance. Il faut avoir confiance en soi. Ouais. Avoir confiance. Faut avoir totalement et les Alzheimer, ils ont perdu la connexion avec leur conscience. Non, rien, on ne peut pas perdre la connexion. En fait, en réalité, on ne peut pas, on ne peut que y croire. On ne peut que croire qu'on l'a perdu. Voilà, exactement. Ça peut être qu'une croyance. Tout comme... Puisque tu es conscience, donc tu ne peux pas ni le perdre, ni quoi que ce soit. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est ta nature. Tu peux pas perdre ta nature. Enfin, tu vois, c'est ce que tu es. Fondamentalement, t'es ça. C'est comme les gens qui me disent je ne suis pas ici et maintenant, je ne me sens pas ici et maintenant. Dis-moi où tu peux être ailleurs, quoi. C'est impossible, tu ne peux pas ne pas être maintenant, ici et maintenant. C'est impossible. Pour que tu le crois, il faut que tu t'identifies à des pensées ou à quelque chose qui fluctue. Oui, mais si par exemple dans ce cas-là, il y a un souvenir, vraiment à ce moment-là, un souvenir qui lui revient en tête par rapport à une situation qui était très dans la souffrance, par exemple un accident, et qui revient sans arrêt, en flash, qui revient à ce moment-là, mais qui revient. D'un accident qui s'est passé il y a 20 ans, par exemple. Et puis que cette pensée ne part pas, elle revient, il y a des flashs. Mais maintenant, d'un truc passé. Oui, c'est toujours maintenant. Quelle que soit la pensée que tu penses. Ouais, c'est toujours maintenant. Après, c'est là où justement, c'est soit tu t'identifies, soit tu tournes, on va dire, tu fais un demi-tour à 180 degrés et tu vois quel est le plus important. Est-ce que c'est ce truc qui bouge ou est-ce que c'est ceux qui voient le truc qui bouge? Ouais, mais ce truc peut te perturber un petit peu à ce moment-là. Si tu y crois, oui. Ça peut pas être autrement. Oui, mais en même temps, on peut pas ne pas... On peut pas ne pas... Je sais pas si c'est y croire ou ne pas y croire. Il y a toujours un petit laps de temps. Oui, mais même s'il y a un laps de temps, comme tu dis, c'est pas un souci parce que c'est quand même vu. C'est-à-dire, sur le coup, peut-être que tu vas y croire une nanoseconde. Après, c'est vu comme étant quelque chose du passé, une pensée, tout ça. Et après, tu la lâches. Oui, mais il y a quand même un petit truc, c'est comme une feuille de papier. Je me rappelle, il y a très longtemps, en cours de maths, on disait, on parlait d'épaisseur. Voilà. Je me rappelle quelqu'un avait dit, feuille de papier n'a pas d'épaisseur. Ben si, tout a aussi une épaisseur. Un temps, bon, je ne veux pas rentrer dans le truc trop, mais rien que le temps aussi dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, le temps dans le petit, on ne sait pas jusqu'où aussi, tu vois, il y a dans les... Bon. Ça reste du relatif. Il y a quelque chose au-delà du petit et du grand. Ouais, tout à fait. C'est encore des notions, ça, de... Regarde, c'est comme au début de la méditation, regarde ce qui est là pour le dire, ce qui est là pour le constater. Regarde, il y a quelque chose qui est là pour le constater. Quel que soit ce que c'est, aussi infiniment petit que ça puisse être,
il y a toujours quelque chose qui est là pour le constater. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Pas dans le sens de ce qui est constaté, enfin, pas dans le sens de ce qui est constaté, mais de ce qui constate. C'est là où c'est important. C'est là où tu es tranquille, c'est là où tu es à la maison. C'est chez toi. Bon. On va devoir aller. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.